Et de e-learning. Bienvenue à Gilles. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Bernard Simon. Et là, je suis gâté parce que j'en ai deux. Donc ça, c'est bien. D'accord, ok, merci. Donc c'est le petit moment TED. Mais déjà, moi, je suis très heureux d'être au BBA, parce que ça fait depuis longtemps que j'en entends parler. Je suis très heureux. Donc c'est très sympa, j'ai appris plein de choses là déjà. J'ai rien à voir avec le BBA, hein, je suis un guest. Déjà le premier B est Bangkok, moi je suis au nord-est de la Thaïlande, donc je suis loin des immeubles de béton. Business, j'en suis très loin, je sais à peine ce que c'est. Je suis plutôt dans le monde philanthropique et éducatif, puisque je gère une fondation au nord-est, et en même temps je suis directeur de thèse pour les doctorants étrangers et thaïs à l'Assumption University, et évidemment des thèses de doctorat en e-learning. Je pense que c'est pour ça que j'ai été aussi invité, sachant que la fondation, nous abusons du e-learning, et évidemment, j'ai aussi mes enfants qui sont en Thaïlande. J'ai mon fils qui fait du e-learning et qui veut être gémologue, qui est inscrit au GIA. Je ne sais pas s'il y a des gémologues parmi vous. Non, personne. Bon, c'est raté. Donc il veut être gémologue, il va faire 80% de e-learning et 20% de présentiel ici à Bangkok. Donc c'est très intéressant. Le e-learning, déjà définition, qu'est-ce que c'est? Tout le monde sait ce que c'est? Oui, on apprend par Internet, oui. Donc c'est du contenu pédagogique, c'est de la connaissance qui est encapsulée dans une technologie numérique distribuée auprès d'une audience. Et évidemment englober tout ça dans une partie contrôle et assessment, puisque c'est de la connaissance. Ça, c'est pour la définition. Clarification, le e-learning n'est pas obligatoirement du distance learning. Donc ça peut être aussi une application qui est installée sur votre téléphone, une application qui est installée sur un iPad, etc. Et ça, c'est important de le spécifier. Deuxième clarification, lorsque je parle d'étudiants, là tout à l'heure, enfin lorsque je vais vous parler d'étudiants, ça concerne évidemment des collaborateurs d'entreprise. Je suis aussi d'un monde évidemment éducatif, donc ça veut dire que j'ai la crème de la crème en investissement ici, en gestionnaire, en patronne, pardon, mesdames. Et c'est vrai que le e-learning, ça concerne évidemment des collaborateurs, et je vais essayer de vous intéresser avec ce sujet qui date, puisque le e-learning, c'est aussi le distance learning. Donc. Alors, petit quiz. Distance learning. Si on prend le distance learning, donc l'enseignement à distance, à votre avis, quelle est l'année quand le distance learning ou l'éducation à distance a été inventé? Donc c'est après Jésus-Christ. Merci. C'est le février Gutenberg. Officiellement. 1945, c'est pas mal. Qui dit mieux? Non? Les années 30. 1930, 1945. Bon. Ouais. Vous en êtes loin. La première fois, c'était à Boston, donc c'est 1728. Donc lorsqu'aujourd'hui, j'ai quelques personnes qui viennent me voir, même e-learning c'est nouveau, ou distance learning c'est nouveau, oui, si on veut. Les méthodologies ont été déjà éprouvées, les concepts... Pardon? De toute façon, tout est français. C'est évident, merci frère. Non, ça ne gêne pas, non. N'hésitez pas. Ce qu'il faut retenir ici, bon, de toute façon, déjà, c'est lisible, donc veuillez m'excuser. Et puis, si j'écorche vos jolis chiffres en langue française, ce qu'il faut retenir, c'est au départ, nous avons le papier, effectivement, c'est le journal. Ensuite, c'est les ondes hertziennes avec donc la télé, mais avant la radio. Et ensuite, on arrive sur 1999
1999, c'est tellement logique de dire 80 et 19 ensuite, ça, je suis plutôt petit, j'y arrive pas. Et donc, 1999, c'est l'avènement d'Internet. Et là, de 1999 à, on va dire, 2007, il y a une bulle d'air. Il y a une bulle d'air, mais vous êtes des investisseurs. Donc les années 2000, qu'est-ce qui s'est passé? La bulle Internet qui a éclaté. Si on prend le distance learning, déjà en 1998, l'université de Tokyo, 1998, l'université de Tokyo proposait déjà son premier master online. Premier MBA. Donc ça date. Ça date. Il faut se rappeler qu'à l'époque de 2000, est-ce qu'il y a des investisseurs Webvan? Webvan? Vous n'avez jamais fait du private banking, hein, vous n'êtes pas suisse, vous. Hein. Ouais. En plus, t'es banquier, toi? Webvan? Oui, effectivement. Je suis un philanthrope. C'est pour ça que je suis philanthrope maintenant. C'est la réaction, ça. Donc sinon je serais retraité en Thaïlande, hein, c'est connu. Donc en fait, qu'est-ce que je disais? À Tokyo, À Tokyo, non, Webvan, c'est effectivement ceux qui ont fait la première distribution par le biais d'Internet. C'était les supermarchés. Les supermarchés, c'était San Francisco. C'était en termes de valorisation, j'ai entendu la difficulté de valoriser une entreprise tout à l'heure. Effectivement, c'était à peu près 20 milliards de dollars à l'époque, en 1999. 2001, Chapter 11. Et évidemment, aujourd'hui, nous avons Amazon qui renaît, enfin qui a été refait sur Webvan. Donc il y a eu cette bulle. Et c'est vrai qu'avec l'avènement de 2007, il y a eu surtout les premiers smartphones avec Apple. Et c'est là où vraiment ça a décollé le e-learning. C'est là où, à partir du moment où les gens ont pu installer des applications avec un Internet rapide, parce que je vous rappelle que l'Internet était très lent. Hein. Pour ceux qui utilisaient Internet il y a déjà 20 ans, il y avait 1995, on était sur Mosaic, on était avec des front pages, on était avec l'IS Server, etc. On était avec l'ISDN à la maison, etc. Enfin bref, c'était un peu compliqué. Après, on a eu le au débit, mais surtout, ça a été les smartphones, etc., les tablettes avec le 3G, 4G qu'on connaît. Et il y a eu l'émergence des premières plateformes de e-learning, qui étaient Moodle, où on arrive à la fin, en tout cas en 2017, avec des MOOC. Je pense que vous avez entendu parler des MOOC. Oui. Non. MOOC, c'est M-O-O-C, c'est pour Massive Open Online Courses. Donc c'est des grosses plateformes où aujourd'hui, il y a tout cumulé. Vous avez ici en bas, ici, je vous en parlerai tout à l'heure, les MOOC, vous avez Coursera, vous avez edX, Udacity, ça c'est les trois premiers, enfin Big Three. Vous avez cumulé à peu près 60 millions d'étudiants. 60 millions d'étudiants. D'accord? Donc c'est énorme. 2017, c'est l'avènement du e-learning, c'est vraiment l'avènement. Ça va, je ne veux pas dire révolutionner, mais presque. Et je vous présente évidemment un SWOT comme Johan. Aujourd'hui, c'est vraiment mature. Hein. Ça, c'est vraiment le point clé. Aujourd'hui, il faut arrêter de dire que ce n'est pas mature, c'est faux. Ça a été éprouvé. Et on sait de quoi on parle. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus intéressant parce que sur un MOOC, imaginez un petit peu, vous avez une théorie éducative. Vous la testez en grandeur nature sur des milliers d'étudiants. C'est pas génial? Aujourd'hui, le ministre français de l'Éducation a dit que le redoublement était possible. Vous êtes au courant de ça? Là, ça va permettre de tester auprès de milliers d'étudiants si un étudiant doit redoubler ou pas. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. L'accès ouvert. Les pays en voie de développement, les pays développés, les pays en voie de développement, donc évidemment, les étudiants peuvent s'inscrire. C'est gratuit, dans certains cas gratuit, avec un accueillage très faible, évidemment économie d'échelle, et c'est très très intéressant. Je pense que tout le monde a entendu parler du cas Stanford.
où vous avez 50 000 étudiants qui se sont inscrits à un cours d'intelligence artificielle, 5 000 ont passé les examens, 2500 avaient moins, donc 2500 étudiants pour un cours d'intelligence artificielle, 2500 étudiants avaient moins de 18 ans. Surtout les pays en voie de développement. Surtout les pays en voie de développement parce que c'est évident, il y a quand même des génies. Et le cas Stanford est très intéressant, je vous expliquerai après. C'est très très intéressant parce que ça permet d'identifier les futurs chercheurs de demain pour un coût qui est évidemment très faible. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est-à-dire que là, avec l'absence des MOOC européens, des MOOC français, je ne parle pas des MOOC suisses, on va avoir un retard en Europe qui est phénoménal. Les universités américaines sont capables d'identifier très rapidement les nouveaux chercheurs de demain. Tout à l'heure, je vous ai dit, les 3 MOOC, il y avait près de 60 millions d'étudiants. 60 millions. Non, oui, 60 millions. 60 millions. C'est énorme. C'est énorme. 60 millions d'étudiants comme ça qui peuvent apprendre une matière et qui peuvent être les futurs chercheurs de demain. C'est ça, moi personnellement, ça me laisse pantois. La grande force du e-learning, c'est surtout sur la possibilité de faire du profiling. Alors qu'est-ce que c'est? Je vous ai dit que le ministre français a dit que le redoublement était possible. Si on prend des élèves aujourd'hui, si on prend des élèves en phase, on va dire, non pas d'échec scolaire, mais peut-être de ralentissement, c'est-à-dire avec leur rythme. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est toujours de septembre à juin, une année scolaire. Pourquoi?